Bonjour les amis, je suis ravi une fois de plus de vous retrouver sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui en plus pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'école inclusive. En gros, l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école. Alors comme le sujet est assez vaste et assez dense, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai décidé de découper la vidéo en 3 parties pour que ce ne soit pas trop longué. Parce qu'il y a beaucoup de petits détails, de petites choses, de petites subtilités. Donc première partie aujourd'hui, je vais un petit peu parler des différentes modalités d'accueil. Ensuite, dans une deuxième partie, on traitera un petit peu plus comment le numérique peut aider et peut pallier justement et peut permettre aux enfants de surmonter leurs difficultés liées à leur handicap ou leurs troubles d'apprentissage. Et dans une dernière partie, on parlera des différents témoignages que j'ai pu recueillir et récolter, que ce soit des personnes avec lesquelles j'ai pu travailler, autres professeurs, AESH, donc je détaillerai ce que c'est dans la vidéo d'aujourd'hui, ou encore des retours qui me sont venus via les différents réseaux sociaux. Bref, j'espère que ce nouveau format va vous plaire, j'ai très hâte de vous le présenter, alors je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique, c'est parti. Alors je vais essayer, pour pas que ça soit trop rébarbatif et trop saoulant, de synthétiser au maximum et d'aller plus dans du concret afin de rendre la vidéo un petit peu vivante avec des exemples de choses que moi j'ai pu vivre au travers de mes quelques années d'expérience maintenant. Alors déjà pour commencer, on va détailler les types de documents que nous on peut avoir à remplir. Donc je vais faire simple. On va avoir par exemple le PAI, lui ça va concerner vraiment les traitements médicaux. Donc ça peut aller juste de la petite bombe de ventoline pour de l'asthme à des traitements un petit peu plus lourds pour des enfants qui présenteraient des problèmes médicaux beaucoup plus importants. Ensuite, on va avoir les PPRE. Eux, ça va être juste pour les enfants qui vont rencontrer des difficultés dans l'apprentissage. Donc on va remplir un petit dossier pour faire intervenir des personnes qu'on appelle les RAZ, les maîtres de réseau, qui vont pouvoir venir en classe pour nous aider, prendre les enfants à petits groupes dans une petite salle annexe pour travailler avec eux les points où nous, enseignants, on aura identifié de la difficulté. Donc ici, ça ne relève pas encore tout à fait du trouble d'apprentissage qu'on va voir après, mais simplement de difficultés en classe qu'on peut ressentir, nous, sur certaines matières, sur certaines compétences. Et donc là, on va nous remplir le petit dossier pour permettre aux autres enseignants, surtout dans les grosses écoles ou lors d'un changement d'école, de voir que les difficultés ont déjà été ciblées et de pouvoir les traiter rapidement, efficacement, afin que l'élève ne soit pas mis en échec ni en retard et qu'il puisse continuer de progresser au sein de son année scolaire. Ensuite, on va continuer un petit peu là-dedans, donc on va avoir pour les troubles d'apprentissage, à savoir les troubles de dyslexie, dysprasie, dyscalculie, tout ce que vous voulez, tous les troubles 10, donc ce qu'on appelle les troubles d'apprentissage, on va remplir le PAP. Le PAP, lui, va permettre ensuite de faire découler ou non des aides matérielles ou humaines pour les enfants qui sont victimes de ces troubles. Et pour terminer, on va avoir le PPS qui, lui, va concerner les élèves qui vont être en situation de handicap, que ce soit handicap physique ou un autre handicap, comme de l'autisme, de la surdité, de la non-voyance ou des choses comme ça. Donc ce PPS, lui, il va vraiment englober un petit peu tout ce qu'on peut mettre derrière le handicap. Donc ensuite, une fois qu'on a rempli ces différents dossiers, il va y avoir ce qu'on appelle une réunion, ESS, donc il va y avoir les équipes de suivi éducative, etc., les équipes de suivi de scolarité, donc où on va se réunir, parents, enseignants, référents de scolarité, parfois même psychologues scolaires, et plus tard, si dans les dossiers sont montés, les AESH, enfin toutes les personnes qui vont intervenir avec l'enfant en classe. Donc on va monter un dossier. Donc ce dossier, ça s'appelle le GVASCO, il va un petit peu faire le bilan de tout ce que nous, on a pu noter sur l'élève et de tout ce qu'il faudrait mettre en place pour lui permettre de suivre une scolarité qui soit la plus normale possible, la plus inclusive possible dans les apprentissages de l'école, ou plus tard du collège et du lycée. Mais ça, ces parties-là, moi, je ne maîtrise pas vraiment, donc je préfère laisser les personnes plus professionnelles en parler dans les commentaires si elles le souhaitent. Donc, bref, petite parenthèse faite, une fois que le dossier est constitué, on va l'envoyer à la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, qui, elle, va statuer et va allouer les différentes aides aux élèves. Alors, les aides, elles peuvent être aussi bien humaines que matérielles. Donc, matériel, ça peut aller, par exemple, je ne sais pas, de près de micro HF pour pouvoir parler relié aux implants pour les élèves en situation de surdité. Moi, j'ai eu le cas dans ma classe déjà pendant 2 ans, où j'avais un élève malentendant, où en fait la MDPH, ensuite, une fois qu'elle avait statué le dossier, contacte les organismes spécialisés qui vont prendre en charge l'enfant et qui vont fournir le matériel à l'école. Ensuite, ça peut être aussi des prêts d'ordinateur, des prêts de tablettes, enfin tout ce qui va pouvoir permettre à l'élève de suivre une scolarité la plus normale possible pour qu'on puisse adapter les documents à ces différents troubles. Donc par exemple des élèves en situation de dyslexie ou des choses comme ça, sur du trouble d'apprentissage, on va adapter les documents pour que ça soit plus simple. On peut écrire pour la dyslexie par exemple avec des polices spécifiques pour permettre une meilleure fluidité dans la lecture. Enfin, il y a plein de petites aides. L'aide matérielle, c'est vraiment vaste. Donc pareil, soit c'est directement la MDPH qui va mettre en place
donc le prêt de gros matériel, soit nous après enseignants, à nous de nous adapter, de nous former. Et pour ça on a la chance d'avoir des formations qui vont nous permettre un petit peu de mieux être au fait de ces différentes choses pour pouvoir aider au maximum les élèves, parce que bon bah ouais, quand on arrive sur le terrain, on n'est pas forcément formé pour faire face à tout type de handicap ou tout type d'élèves, puisque chaque élève est vraiment différent. Donc c'est là que c'est intéressant et c'est là que c'est à nous aussi de faire le travail, d'aller nous former. On a de la chance, certaines formations nous sont proposées. Moi j'avais pu par exemple, les années où j'avais mon élève malentendant, participer à des formations en LPC. Donc le LPC c'est un dérivé de langage des signes où en fait on va avoir une partie en lecture labiale et une partie où on va coder différents signes sur notre visage qui va permettre à l'enfant de déchiffrer un petit peu ce qu'on dit. Donc c'était super intéressant, super enrichissant. Puis quand vous voyez au retour en classe, quand vous dites quelques mots à l'enfant dans un langage qu'il maîtrise, bah, il est super content. Donc ça permet aussi de créer aussi un lien social et un très important. J'avais aussi le cas avec un élève malvoyant qui lui avait un ordinateur qui lui était prêté suite au dossier MDPH et ça lui permettait de pouvoir grossir les documents. Alors bien sûr c'est aussi un travail à nous en amont de prévoir tout sur l'ordinateur, sur une clé pour qu'il puisse mettre sur son ordi, pour qu'il puisse grossir, agrandir, etc. pour pouvoir lire correctement malgré son déficit visuel. Donc toutes ces petites choses là, c'est travail d'équipe, c'est avec les parents, avec les référents de scolarité, avec les aides humaines quand elles interviennent. D'ailleurs, j'y arrive tout de suite. Alors les aides humaines, bien généralement, ce sont les AESH qui eux sont nommés pour des contrats à durée déterminée qui peuvent être à partir d'un certain nombre d'années à durée indéterminée. Donc l'AESH, il va être là, lui, il va avoir 3 missions. Donc assister l'enfant dans les tâches de la vie quotidienne. Donc pour certains enfants handicapés très lourdement, ça peut aller même de la toilette ou des choses comme ça. Ensuite, il va être également là, bien évidemment, pour accompagner l'enfant dans sa journée à l'école, pour l'aider dans les apprentissages, mais également d'aider l'enfant aussi. Il a un rôle social pour l'aider à être véritablement intégré et inclus au sein de la classe et au sein de l'établissement où il est. Alors l'AVS ici, il a un rôle prépondérant et c'est primordial de pouvoir créer une vraie relation d'équipe pour pouvoir échanger avec lui autour de l'enfant et dans l'intérêt de l'enfant. Comme pour nous les professeurs, les AVS vont avoir un quota de 60 heures de formation pour se spécifier vraiment en fonction du handicap auquel ils vont être confrontés. Alors si c'est du trouble d'apprentissage comme la dyslexie, etc., tout ce que j'ai pu citer tout à l'heure, ou au handicap plus lourd, on peut avoir des formations sur l'autisme, sur vraiment toute chose pour nous permettre de gérer et de cibler au mieux les besoins des élèves qui vont leur être attribués. Alors au niveau des aides humaines, on peut également avoir des maîtres spécialisés, donc spécialisés pour les non-voyants, spécialisés également pour la langue des signes, qui peuvent intervenir aussi en classe, qui vont faire des bilans, qui vont faire des suivis avec ces élèves-là pour voir un petit peu les progrès, pour nous donner aussi des pistes et nous conseiller, puisqu'ils sont spécialisés vraiment dans ce type de handicap, pour nous permettre, nous, de progresser également, encore une fois, et de proposer une meilleure inclusion de l'élève une fois en classe. Alors moi, j'ai également pu constater que la MDPH avait pu mettre en place pour mon élève en situation de surdité des personnes qui accompagnaient en plus, donc aide humaine en plus, qui accompagnaient en plus de l'AVS, enfin sur les temps où l'AVS n'était pas là à l'époque, l'élève pour lui permettre de décoder. Donc avec le fameux langage LPC, elles étaient là pour coder en temps réel à l'enfant tout ce que moi je pouvais dire en phrase. Donc pour que ce soit la moindre petite explication d'un exercice ou dictée ou toutes ces choses-là ou l'étude de documents, elles étaient là pour coder, pour que l'élève puisse suivre au même rythme que les autres. Donc c'est aussi adapter les documents, les envoyer en amont, puisque les élèves en situation de surdité, malheureusement, ont un déficit de lexique par rapport aux élèves scolarisés lambda. Donc il va falloir adapter les documents et imager pour permettre à l'enfant de se repérer ou des choses comme ça. Donc ici, pareil, encore une fois, gros travail d'équipe primordial et c'est important que la relation entre tous les adultes qui vont intervenir auprès d'un enfant et enseignants et parents se fasse dans les meilleures conditions possibles afin que l'enfant ne ressente pas différentes tensions et conflits et qu'il puisse se focaliser pleinement sur ses apprentissages. Alors ensuite, on peut également avoir les classes spécialisées, donc les ULIS, où les enfants qui présentent différents troubles assez prononcés peuvent être inclus dans des plus petits groupes de travail avec des maîtres spécialisés et formés pour l'occasion, donc pour pallier leurs difficultés dans un certain nombre de matières. Donc l'avantage de ces classes ULIS, c'est que pour les gros apprentissages, les enfants vont être ensemble en petits groupes dans la classe et pour d'autres matières, ils vont être repartis dans les classes où ils devraient être affectés normalement. Donc ça permet de sortir un petit peu de la classe, donc dans une moindre mesure ça ressemble un petit peu au réseau, donc où on va être un petit peu enlevé pour travailler des points spécifiques du programme. Et ensuite, lorsque cela le permet, les enfants vont retourner dans leur classe pour travailler avec leurs camarades et être une nouvelle fois au cœur de l'inclusion
au sein de l'école. Donc les dispositifs Ulysse, vraiment, c'est super important. Malheureusement, ils ne sont que encore trop peu nombreux. Les places sont très chères, et des fois par des soucis de distance, parce qu'il n'y en a pas sur toutes les écoles. Et surtout que moi, je suis dans un département où la densité de population est assez faible. Donc forcément, des fois, ça entraîne des gros trajets en taxi, et certains parents sont assez réticents pour ce genre de choses. Malgré tout, moi, je pense que c'est quand même un plus de pouvoir bénéficier de telles structures, puisque ça va permettre d'éviter à certains enfants de rester en échec dans une classe, car l'enseignement classique n'est pas forcément adapté aux différents troubles d'apprentissage ou à leurs différents handicaps. Donc moi, vraiment, le handicap, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a beau essayer, nous, enseignants, de se former au maximum et d'essayer au maximum de pallier à toutes leurs difficultés. Quand on est dans une classe de parfois 20, 25, 30 élèves, c'est difficile d'aller accorder du temps à quelqu'un qui en aurait plus besoin que les autres. C'est vraiment... Pourtant, on essaye au maximum, mais on voudrait pouvoir se couper des fois en 20 ou 30, mais c'est pas possible. Donc c'est pour ça que ce type de structure est vraiment primordial. Bon voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette première partie. J'espère que j'aurais pas été trop long, que j'aurais été assez concis, que j'aurais pu vous éclairer un petit peu sur comment nous on fait pour accueillir les enfants au sein des écoles, au sein des classes, lorsqu'ils sont en situation de handicap ou, comme j'ai pu l'évoquer, en situation de trouble au niveau de leurs apprentissages. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires. Si vous-même vous avez déjà pu témoigner de telle ou telle situation, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je peux toujours vous rajouter pour la troisième partie de la vidéo. La deuxième partie arrivera très prochainement, j'ai hâte de la traiter parce qu'on va voir comment le numérique, même si j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo, peut nous permettre une fois de plus de contourner et de pallier certains troubles d'apprentissage et même certains handicaps. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager, à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut!